Nous reprenons avec Laurent Verret pour parler des images de la guerre. Laurent Verret est professeur à l'Université Paris 3 et c'est un historien du cinéma qui a beaucoup travaillé sur cette période de la Première Guerre mondiale, sur le cinéma français de la guerre et de l'entre-deux-guerres. Il y a de très beaux films sur la guerre et qui permettent également de travailler sur les rapports du cinéma et de l'histoire. Mais je crois comprendre que ce n'est pas exactement du cinéma qu'il nous parlera aujourd'hui, à moins que ce ne soit d'un film qu'il a fait lui-même. Mais je crois qu'il nous parlera sous le titre « Une famille photographe pendant la Grande Guerre ». Il va nous parler d'un fonds de photographie très riche qu'il a eu la chance de découvrir, qu'il a eu la chance qu'on lui apporta, et dont il a tiré un documentaire que j'ai vu il y a quelques semaines, un documentaire particulièrement intéressant. Enfin, c'est un très riche fond de photographie. Il y a beaucoup de photographies dans les familles de la Grande Guerre. Et voilà un fond très intéressant. Et je pense qu'il va vous dire la date très rapprochée à laquelle vous pourrez assister à ce documentaire à la télévision. Je crois que ça tombe bien, puisque vous êtes là le 4 mars et que c'est dans quelques semaines que vous pourrez le voir. Je vous recommande ce documentaire qui m'a beaucoup intéressé, qui est très beau. C'est une très belle famille et ce sont de très belles images que vous avez trouvées et dont vous avez tiré un film. Je vais descendre puisque vous allez nous montrer des images pour vous écouter. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, Antoine Compagnon, d'avoir eu la gentillesse de m'inviter dans ce séminaire. Je suis très honoré de parler ici, dans cette honorable institution qu'est le Collège de France, devant un public aussi nombreux. Effectivement, je suis un spécialiste de l'image animée. Je travaille de longue date sur le cinéma, mais aujourd'hui, je vais plutôt parler de photographie, enfin d'un corpus qui regroupe à la fois des lettres, donc un ensemble épistolaire, et des photographies qui sont étroitement liées à ce corpus de lettres. Et comme l'a dit Antoine Compagnon, le cinéma n'est pas si loin, puisque effectivement, cette documentation que j'avais rencontrée il y a une dizaine d'années, j'en ai fait un film, un documentaire qui passera sur France 3 le 24 mars prochain. Et je me permettrai à la fin de cette intervention, où je vais présenter donc quelques traits un peu saillants de cette correspondance et de ces photographies qui la constituent, de passer 2 courts extraits de ce film qui montrent un petit peu justement ce que je pourrais appeler un peu la mise en récit, la mise en scène même tout simplement de cette matière si riche que constitue ce corpus de lettres et de photographies. Cette correspondance, donc cette famille s'appelle la famille Rezal. J'ai rencontré il y a une quinzaine d'années un descendant, un des fils d'une des personnes dont il est question dans cette correspondance, en l'occurrence Jacques Rezal, qui était le fils de Paul Rezal, dont il est question dans les lettres et dans les photographies dont nous allons parler, qui, sachant que je travaillais sur la Première Guerre mondiale, je venais à l'époque de finir ma thèse sur les actualités filmées de cette période, m'a proposé de lire la transcription de cette correspondance que son père avait commencée et de contempler les photographies qui allaient avec. Donc ça représentait un volume d'à peu près 2000 lettres et environ 300 photographies. Donc cette correspondance, elle est particulièrement abondante, ce corpus photographique est particulièrement riche. C'est quelque chose d'assez courant, Antoine Compagnon le rappelait, dans de nombreuses familles françaises, on a conservé précieusement des lettres et des photographies. La richesse peut-être particulière de cette correspondance, c'est son abondance, puisqu'elle regroupe, comme je l'ai dit, 2000 lettres et qu'elle concerne 8 personnes
qui se sont écrites pendant toute la durée de la guerre. Et cette correspondance et les photographies qui vont avec permettent effectivement de mesurer, me semble-t-il, d'une manière assez exceptionnelle, la façon dont cette famille a traversé cette expérience terrible de la Grande Guerre. Et l'analyse de cette documentation, là je dirais d'un point de vue purement historique, permet de s'immerger dans cet événement en mettant en lumière d'une manière assez exceptionnelle le parcours d'hommes et de femmes qui se sont inscrits dans cet événement. Et on découvre notamment comment cette famille affronte son destin avec une détermination et un esprit de solidarité absolument admirable. C'est un des aspects qui m'a beaucoup frappé en lisant ces lettres. C'est une famille, certes, je vais y revenir, qui appartient à une élite sociale. C'est une famille d'ingénieurs, beaucoup de polytechniciens, des ingénieurs des ponts et chaussées, des bâtisseurs, des humanistes, des laïcs, des républicains, une famille très républicaine. Et la façon dont cette famille va se heurter évidemment de plein fouet à la violence extrême de cette Première Guerre mondiale. Et avant de la présenter, cette famille, et de rentrer un peu dans le détail du corpus en question, je voudrais juste citer, pour commencer justement, une des lettres du père, Eugène Rezal, qui s'adressait le 28 février 1915 à son fils aîné, Salem, et qui lui disait la chose suivante. « Que de tristesse et de douleur accumule cette terrible guerre. Elle est aussi un rappel un peu brutal à ce principe de morale sociale que ce n'est pas pour soi qu'il faut peiner et se sacrifier, mais pour l'œuvre commune et surtout pour les générations futures. » Et c'est un des aspects effectivement qui m'a souvent beaucoup frappé dans la lecture de cette correspondance, la façon dont cette famille a fait preuve avec évidemment beaucoup de patriotisme, c'est une famille patriote, d'abnégation et de dévouement, d'acceptation parfois du sacrifice, qui peut, avec le recul du temps, nous surprendre et nous interpeller, et qui explique, me semble-t-il encore une fois, la difficulté qu'on peut avoir encore aujourd'hui à comprendre la façon dont beaucoup de familles françaises se sont investies dans cet effort de guerre et ont participé pendant ces 4 années à une telle tragédie. Alors cette famille, pour la présenter, comme je le disais, elle est assez nombreuse puisqu'elle regroupe 8 personnes, les parents, 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Cette famille, elle est un peu singulière aussi dans le sens où, vous le voyez, certains des enfants ont des prénoms arabes. En fait, il faut quand même les situer justement un peu pour comprendre. Donc le père, Eugène Rezal, dont j'ai cité à l'instant l'extrait d'une de ses lettres, le premier poste qu'il a eu en 1886, étant jeune ingénieur des ponts et chaussées, ce poste, il a été affecté en fait à Tunis, où il va donc s'installer avec sa famille, où il participera notamment à la construction du port de la Goulette. Et ce couple qui va vivre à peine 10 ans là-bas va avoir 4 enfants, et ils vont donc donner des prénoms arabes à ces 4 enfants. Myriam, qui est née en 1888, Salem, qui est né en 1889, Younes en 1891 et Sherifa en 1892. C'est un choix qui peut paraître évidemment un peu surprenant de la part d'une famille française et qui témoigne sans aucun doute d'une certaine ouverture d'esprit qui n'est pas évidemment très révélatrice, je pense, d'un état d'esprit de l'époque. C'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Vous la voyez ici, cette famille. Là, c'est le moment où ils sont revenus passer quelques jours dans leur maison, une des maisons familiales qui se trouve à la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. Ensuite, quand ils vont quitter la Tunisie, ils vont s'installer dans un premier temps à Lyon, où le père Eugène va être chargé de la voirie lyonnaise. Et là, il y a 2 enfants supplémentaires qui vont naître, les 2 plus petits sur la photographie, Paul et Louis. Ensuite, cette famille va s'installer dans la région bordelaise, puisque le père Eugène Rezal, ce sera son dernier emploi d'ailleurs, qu'il exercera pendant la période de la Grande Guerre, j'y reviendrai. Il dirigera la compagnie des tramways bordelais. C'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant pendant la guerre, puisque cette compagnie va employer 300 femmes pour remplacer les hommes qui sont mobilisés, et c'est lui qui se charge à ce moment-là de recruter ces femmes.
Donc on le voit ici, sa voiture, son automobile. Donc c'est une famille un petit peu exceptionnelle, il faut en convenir, de par ses origines, de par, je dirais aussi, son profil, son ouverture. Donc là, vous les voyez, c'est une des dernières photos qui les rassemble, entièrement avant la guerre de 14. C'est une photo de 1913. Donc les parents sont assis et de gauche à droite, donc on voit Meriem, qui était professeur de piano à ce moment-là, qui va s'installer à Paris, Salem, qui finit son service militaire à ce moment-là et qui va être bientôt donc incorporé sous les drapeaux. Younes, qui est lui aussi dans un uniforme de polytechnicien. Ensuite Sherifa, qui à l'époque vient de passer son baccalauréat, et Paul, qui vient de passer une licence de lettres, et le plus jeune, Louis, qui lui aussi s'apprête, après une licence de mathématiques, à passer le concours de l'école polytechnique. Cette famille est une famille, et c'est ça dont je vais parler maintenant, où la pratique photographique est très importante. C'est-à-dire qu'au-delà des lettres, dont il sera aussi question parce qu'elles résonnent d'une manière très intéressante avec les photographies, c'est une famille où on a un certain goût pour la photographie qui est ancien, puisque le grand-père, donc le père d'Eugène Rezal, avait déjà une chambre photographique dès les années 1860 et avait déjà fait un certain nombre de photographies, dont vous en voyez une ici, qui sont généralement de très belles photographies, très bien cadrées. Donc là, c'est une photographie qui est prise justement de leur maison à la Ferté-sous-Jouarre, qui montre la gare de la ville. Souvent des photographies extrêmement bien cadrées, avec un sens esthétique assez remarquable. Là, c'est une photographie qui a été prise à proximité d'une autre maison familiale qui se trouve dans le Morvan, c'est le marché d'Autun. C'est une vue qui a été prise à Autun. Il y a aussi, ensuite, les fils vont très vite eux-mêmes faire de la photographie, en tentant même des expériences photographiques, ce qu'on appelle un peu les vues obliques. On en a un exemple ici. Celle-ci est encore plus spectaculaire, puisque c'est quasiment une vue aérienne. C'est une photo qui date du début des années 10, où ils ont installé en fait un appareil photographique sur un petit ballon captif, et ils arrivent avec un déclencheur à distance. J'ai un petit peu de mal encore à m'expliquer comment, s'il y avait une ficelle ou s'ils avaient installé un système mécanique qui permettait de déclencher donc l'obturateur de l'appareil et obtenir des vues vraiment ce qu'on appelle des vues obliques, qui montrent là en l'occurrence le toit de la maison, d'une des deux maisons familiales, et le jardin. Alors, avant de rentrer un peu dans le détail de ce corpus photographique et d'essayer de dégager un petit peu ses spécificités, la façon dont ces documents aussi peuvent être utiles à l'historien, j'aimerais justement faire un peu le détour par ce qu'on appelle les archives privées, puisque finalement les photographies appartiennent à ce qu'on appelle souvent en histoire les archives privées. Ces archives privées sont souvent restées à l'état de mémoire familiale, c'est un petit peu comme ça qu'on les a longtemps désignées, de documents personnels, c'est-à-dire d'archives écartées des sciences humaines, puisque souvent ces archives, par définition, restaient dans les familles. Mais ces corpus, qui sont peu à peu tombés dans le domaine public, qui ont intégré des fonds publics, deviennent déjà depuis quelques années un véritable patrimoine historique, et de nombreux chercheurs commencent à les étudier. Ces archives privées, elles permettent, me semble-t-il, de mieux saisir les expériences quotidiennes, les pratiques ordinaires, les conduites individuelles et surtout les émotions personnelles. C'est un des apports évidemment de cette source par rapport à d'autres documents plus classiques. Et se plonger finalement dans cette documentation, dans ces archives privées, c'est découvrir d'autres aspects de la réalité du passé, des aspects encore une fois plus personnels et plus proches de l'intime. Comme le dit l'historien Philippe Artière, on peut les concevoir tels des contre-sources, en quelque sorte, ces documents qui éclairent les visages et la vie des sociétés passées. Ces documents privés, ce sont parfois aussi des objets.
qui ont appartenu à des individus plus ou moins ordinaires, qui ne laissent pas toujours de traces dans la grande histoire, donnent plus de sensations et d'émotions à l'histoire. Ce supplément d'âme qui fait parfois un petit peu défaut à l'histoire quand elle s'appuie uniquement sur des sources administratives ou officielles. Ces archives personnelles, elles permettent aussi d'appréhender, et c'est surtout le cas bien sûr des photographies dont je vais parler, l'événement passé à travers les yeux des contemporains, puisque finalement, évidemment, il est beaucoup question de regard, de point de vue dans ces images, j'y reviendrai. Ces documents privés, par conséquent, ils font partie des sources qui nourrissent ce que des historiens déjà depuis de nombreuses années, depuis certains travaux de l'école des Annales, appellent l'histoire du sensible, mais qui parfois a été un petit peu négligé, il faut bien le reconnaître. Ils rendent compte, comme je le disais, de l'intimité, de la vie psychique, des joies, des souhaits, des regrets, des craintes, des angoisses et des souffrances qui ne sont pas exprimés de la même façon que dans d'autres documents qui peuvent être parfois qui peuvent constituer la matière première des travaux historiques. Et dans le cas de la Première Guerre mondiale, c'est évidemment absolument exceptionnel, je dirais, cette documentation est particulièrement extraordinaire. Cette grande guerre, comme on dit dès l'époque, dont vous avez entendu parler déjà depuis le début du cours d'Antoine Compagnon et du séminaire, est un événement matrice, comme disent les historiens du XXe siècle. Et une de ces nombreuses caractéristiques, parce que évidemment cette Première Guerre mondiale est particulièrement riche en termes d'innovation, pourrait-on dire, un des aspects, c'est l'abondance justement des témoignages personnels. C'est sans doute un des premiers événements qui va générer comme ça une quantité absolument extraordinaire d'archives, puisque pendant toute la durée des hostilités, eh bien, les soldats, les combattants, venus de tout horizon géographique, issus de toutes conditions sociales, vont pratiquement quotidiennement faire part à leurs proches de leur vie sur le front, et ils vont utiliser différents moyens pour cela, en particulier évidemment les correspondances, mais aussi la photographie. Et je rappelle simplement, chose que vous connaissez bien sûr, que si on reste du point de vue français, c'est à peu près 8 millions d'hommes qui ont été mobilisés. Donc ça représente évidemment une quantité de documents extraordinaires. On estime que pour les lettres, ce sont plusieurs milliards de lettres, puisque dans les années 16-17, c'était à peu près 3 millions de lettres qui partaient du front pour l'arrière et à peu près 2 millions qui circulaient dans l'autre sens par jour. Donc une quantité absolument extraordinaire. Évidemment les colis aussi, et les photographies, puisque à côté de cette documentation plus connue que constituent les correspondances, de très nombreux soldats ont rédigé aussi d'autres témoignages, des notes, des carnets, des journaux intimes, mais beaucoup d'entre eux ont pris des photographies, d'une part pour garder des souvenirs, c'était un petit peu la première démarche, pourrait-on dire, des traces de l'événement exceptionnel, ils avaient conscience de vivre un événement exceptionnel, et puis pour d'autres, il s'agissait d'aller un peu plus loin pour fixer parfois leurs impressions, leurs émotions, et voire même, ce sera le cas chez les Rézal, la photographie va devenir un véritable moyen de communication. Il ne s'agit plus uniquement de garder des traces de l'événement, mais il s'agit aussi, à travers elle, de communiquer avec ses proches ou avec son environnement de proximité, en particulier les camarades de la section ou de l'escadrille, puisque nous y reviendrons, 2 des garçons seront aviateurs, et à travers eux de toucher d'autres familles qui recevront les photos en question. Donc dans une guerre longue et atroce, on cherche évidemment le réconfort d'une relation affective, et à ce titre, le courrier et surtout la photographie vont contribuer à renforcer les liens, les sentiments avec ses proches. Cette photographie, comme la correspondance, permet évidemment de rapprocher les deux fronts. De nombreux historiens ont montré que la correspondance fait que finalement le front n'est pas un îlot, comme on l'a souvent dit, mais plutôt une presqu'île, qui a toujours ce cordon qui rassemble, qui réunit, ce cordon ombilical pratiquement, entre l'avant et l'arrière, et qui donne aussi aux civils, aux familles, le sentiment d'être un peu plus proche du vécu des soldats.
En 1914-1918, on constate aussi, la photographie existe déjà depuis quand même pas mal de décennies, mais on constate finalement ce qu'on pourrait appeler le poids croissant des images, qu'elles soient photographiques ou mentales, si j'ose dire, mais aussi je pourrais parler d'images cinématographiques, même si ce n'est pas l'objet de la communication. Mais c'est un moment charnière, effectivement, où on pourrait presque parler, même si le terme est un peu anachronique, évidemment, de médiatisation de l'événement par l'image, tant, effectivement, les images fixes ou animées vont jouer un rôle très important. J'avais noté cette citation parmi d'autres de l'écrivain Henri Malherbe, disant « Il faut que je garde cette vision et collection de portraits et d'images d'une réalité si poignante qu'elle dépasse toutes les visions du cauchemar et du délire ». Cette idée que même dans un texte littéraire, on utilise bien souvent, Genevoix le fera à maintes reprises aussi, des métaphores photographiques ou cinématographiques pour désigner finalement les traces, les souvenirs que l'on va garder de l'expérience elle-même. L'image a quelque chose d'immédiat qui renvoie à l'émotion. L'écrit, plus complexe, permet l'analyse des sensations vécues et l'expression des sentiments. Et c'est ça qui me paraît très intéressant dans le corpus dont je vais parler, cette correspondance, où il y a une imbrication très forte entre justement l'écrit et l'image, entre la correspondance, les lettres et les photographies. Alors la photographie, justement, petit point d'histoire qui me paraît quand même nécessaire. À la fin du XIXe siècle, l'utilisation des vues prises sur le vif a provoqué une véritable mutation dans le domaine de l'information. On est passé progressivement, et le phénomène va s'accélérer pendant la Première Guerre mondiale, de la presse illustrée à la presse vraiment utilisant des photographies, avec sinon l'abandon définitif, en tous les cas un passage à la photographie dans la presse écrite. Et de ce point de vue, 14-18 et l'image fixe ou animée, pendant cette période, l'image fixe ou animée va occuper une place vraiment très importante et connaître un essor absolument extraordinaire. Dans la presse illustrée, il y a de très nombreuses revues que vous connaissez, comme Le Miroir, l'Illustration, Sur le Vif, J'ai vu, etc., qui sont des très gros tirages, qui peuvent tirer jusqu'à 300 000 exemplaires et qui ont une très très grosse popularité à l'époque. Ces photographies et ces vues aussi cinématographiques sont intégrées pour la première fois également, même si ce n'est pas l'objet de la communication, je le signale, aux techniques de propagande moderne. On s'empare de ces outils que sont la photographie et le cinéma pour véhiculer évidemment un certain nombre de thèmes qui sont portés par les services de propagande officiels. Et ça donne lieu à une production absolument massive d'images qui, par chance, est, sinon totalement, en tous les cas en grande partie, parvenue jusqu'à nous. Si on revient sur les archives familiales, beaucoup de ces images sont restées justement dans les familles, ont été préservées, et aujourd'hui, elles ressortent et elles sont accessibles parce que beaucoup d'entre elles ont intégré des collections publiques. Ces documents photographiques, malheureusement, jusqu'à une date relativement récente, ont souvent été utilisés comme de simples illustrations, alors que je pense qu'elles ont, ces photographies, leur propre spécificité. Elles ont évidemment des codes qu'il faut savoir décrypter pour en comprendre, je dirais, la signification. Ce sont des objets culturels, on parle beaucoup de culture visuelle maintenant, qui résonnent avec d'autres objets qui les entourent, avec d'autres formes de représentation qui les précèdent. Et c'est donc ce questionnement qu'il faut entreprendre pour arriver à en saisir, je dirais, les enjeux et les spécificités. Il faut vraiment analyser toutes ces images en relation avec l'environnement social dans lequel elles ont été produites et diffusées. Donc il y a deux catégories d'images. Si on revient un peu sur la guerre de 14, et c'est le cas dans le corpus des Rézal, il y a deux catégories d'images. Il y a d'abord les images prises par des professionnels, c'est-à-dire des photographes dont c'est le métier. La photographie que je montrais tout à l'heure de la famille en 1913, c'est une photographie qui a été prise par un photographe professionnel de Bordeaux. Et il y a des photos qui sont prises donc par les membres de la famille et donc qui sont des photos amateurs. Les images prises par les photographes professionnels, je passe un peu vite, elles sont très nombreuses évidemment pendant la Première Guerre mondiale, aussi bien du côté français que du côté allemand, enfin du côté de tous les pays belligérants. Là, je vous montre une photographie d'un journaliste, d'un reporter photographe allemand. Donc on voit qu'il a une chambre photographique professionnelle, c'est un appareil assez volumineux,
à souffler, qui utilisent des plaques de verre d'un format assez important. Ce sont des 13-18 qui ont une forme qui donnent des négatifs de grande qualité, mais qui présentent l'inconvénient d'être assez fragiles. Là, vous avez une autre photo qui montre un laboratoire de développement photographique, là, côté français, cette fois à proximité du front. Ce sont des équipes du service photographique de l'armée qui a été créé en 1915 et qui regroupe des professionnels et dont la mission est double, en fait, constituer un fonds documentaire pour les historiens du futur, c'est très intéressant, la prise de conscience de la nécessité de constituer des archives visuelles, on dirait aujourd'hui, du conflit, en images fixes et en images animées. Donc ces images sont gardées pour les générations futures, et d'autres images sont destinées à être commercialisées, c'est une agence de presse en fait, pour que les revues, les journaux français ou étrangers puissent acheter des documents et illustrer les articles qui sont publiés. Là, vous avez l'intérieur d'un laboratoire, cette fois-ci qui n'est plus en plein air, mais dans le bâtiment, un des bâtiments de la section photographique de l'armée rue de Noiselle. Vous avez ici, au Palais Royal, une autre pièce où on montre des photographies qui sont en train de sécher. Donc, c'est une photo qui date de août 1915. Et là, vous avez le cas typique d'une photographie vraiment de presse qui faisait partie du fond des reportages qui étaient effectués par les photographes et qui étaient disponibles. C'est vraiment une photo du tout début de la guerre qui montre des tirailleurs algériens qui traversent Paris et qui s'apprêtent à partir se battre sur le front. Donc ce type de photo était vendu à des agences de presse. Il y a aussi évidemment d'autres photographies beaucoup plus mises en scène qui paraissent comme celle-ci en couverture d'un magazine sur le vif qui montre évidemment une photo complètement organisée avec un chasseur alpin qui accoste et qui va être probablement embrassé par l'Alsacienne qui se trouve là. Donc vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas d'un instantané mais d'une mise en scène. Donc évidemment ce type de photographie est aussi très courante à l'époque. Elle va tout à fait dans le sens d'autres formes de représentation plus classiques, justement, plus iconiques, comme on en trouvait dans la carte postale ou dans la gravure avant la guerre ou encore un peu pendant la guerre. Il y a aussi d'autres photographies, d'autres documents photographiques en couleur, les autochromes, le principe de l'autochrome qui a été inventé par les frères Lumière à la fin du XIXe siècle. Et le premier procédé couleur, c'est un peu l'ancêtre de la diapositive, l'autochrome, c'est-à-dire que c'était uniquement destiné à la projection, il n'y a pas de négatif, c'est un positif transparent qu'on projette avec une lanterne. L'inconvénient de l'autochrome, c'est qu'elle nécessite un appareillage assez lourd, assez complexe à manipuler et surtout des temps de pause assez longs. Donc il faut toujours prendre la pause. Impossible de faire un instantané, dès que ça bouge un peu, c'est flou. Donc on l'utilise beaucoup plus souvent pour des paysages. Il y a toute une série de reportages qui vont être commandés par les spécialistes, ce n'est pas tous les photographes qui maîtrisent l'autochrome, pour faire des vues du champ de bataille, et en particulier des ruines, cette évidemment fascination pour la ruine qu'on retrouve dans bien d'autres modes de représentation de l'époque. Et donc il y a de très nombreuses autochromes qui sont consacrées à ce thème. Voyons maintenant les images prises par les photographes amateurs. Malgré une note officielle qu'il faut rappeler d'emblée, qui date de l'été 1915, qui interdit normalement l'usage des appareils photos. C'est-à-dire que les soldats, normalement, n'ont pas le droit d'utiliser d'appareils photographiques. En réalité, ils vont tous braver cette interdiction et la production, comme je le disais, va être absolument phénoménale. Tout à l'heure, Antoine Compagnon parlait de la main coupée de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars raconte à plusieurs reprises dans la main coupée comment justement il faisait des photos comme ça, malgré les interdictions, qu'il vendait à la presse bien souvent, et en échange, il buvait le coup, comme il dit, avec ses copains, avec l'argent qu'il gagnait. Donc cette interdiction qui normalement visait à... Disons que les autorités militaires avaient peur que les soldats soient faits prisonniers ou qu'on retrouve sur eux des photographies qui auraient pu renseigner l'ennemi, en fait. Donc c'est la raison qui avait poussé à cette interdiction, mais en réalité, elle ne sera pratiquement jamais respectée, à tel point que la plupart des grands journaux comme Le Miroir ou l'Illustration appelleront, mais presque constamment, inciteront constamment les soldats à leur proposer des photographies et ils seront récompensés, comme je le disais, bien souvent par des primes assez importantes.
Donc cette photographie, elle existe avant la Première Guerre mondiale, comme je le disais, mais c'est vraiment pendant cette période, du fait de la durée de la guerre, qui impose évidemment de longues séparations, qu'elle va connaître un essor particulier et qu'elle touche pratiquement toutes les couches sociales. C'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de soldats vont apprendre à photographier pendant la période. Ce sont des copains qui vont les initier ou ils vont se former un peu sur le tas comme ça. Et beaucoup vont finir par acheter du matériel de prise de vue, d'autant que cette guerre de tranchées, elle génère, on le sait, de longs moments d'inaction. On n'est pas tout le temps en train de se battre, on n'est pas tout le temps en train de subir des bombardements, il y a aussi de longues périodes d'attente. Et donc, il faut s'occuper. Donc, d'où le développement de l'artisanat de tranchées, de choses comme ça, d'activités para-artistiques. D'où le développement aussi de la photographie. Non seulement de la prise de vue photographique, mais du développement photographique. Donc là, je vous ai mis quelques photographies justement prises par des soldats. Là, c'est une photographie côté allemand, prise dans un gourbi, ou scène assez classique. On voit les soldats dans leur quotidienneté. C'est des scènes un peu banales. C'est souvent les moments de détente. Voilà, on est en train de jouer aux cartes, des moments quand on est en train de manger ou quand on est en train de faire des activités qui sont plutôt des activités de repos. Là, vous avez un autoportrait de Ernst Junger. Tout à l'heure, on parlait de Junger. Junger a beaucoup photographié pendant son expérience de combattant. Il a fait de très très nombreuses photographies et beaucoup d'autoportraits. Vous en avez un sous les yeux. Vous savez que dans les années d'après-guerre, il écrira de nombreux textes sur la photographie et notamment sur la place très importante qu'il accorde à la photographie amateur dans une perspective historique. Il écrira de nombreux textes là-dessus. Là, vous avez une autre photographie prise par un photographe français en 1916 qui montre des choses que l'on voit moins ou pas de la même façon dans les images officielles, c'est-à-dire le rapport à la mort. Il y a beaucoup de photos de soldats qui montrent justement des scènes d'enterrement, qui sont souvent des scènes qui concernent des camarades à eux qui ont été tués. Et là, en l'occurrence, c'est une messe qui a été photographiée dans un cimetière de fortune. Parfois, ces soldats mettent ces photographies en album. C'est une pratique qui va beaucoup se développer pendant la guerre. Et là aussi, c'est tout à fait passionnant parce que ces objets sont très intéressants. Ça va du petit album type agenda ou carnet que le soldat garde sur lui à des albums plus sophistiqués, plus décorés, qui peuvent s'apparenter même parfois à de très beaux objets un peu artistiques. Là, par exemple, c'est un document qui se trouve dans les archives du ministère de l'Armée, enfin aux Invalides, et c'est l'album photographique d'un caporal qui était dans l'observation aérienne et qui était également dessinateur, peintre, et qui a fait des petites aquarelles pour présenter certaines de ses photos. Et là, il se représente, pourrait-on dire, d'une manière un petit peu imaginaire, avec une longue vue, se penchant de son avion pour observer le paysage. Évidemment, la photographie va avoir un rapport très particulier au deuil, aussi à la mort, avec, j'y reviendrai, c'est le cas dans la famille Rezal, cette idée qu'à un moment donné, la seule trace qu'on va pouvoir garder d'un copain qui a disparu, c'est sa photographie. Donc on retire des photos du moment où il était vivant et on les fait circuler parmi les copains, parmi la famille. Et puis la photo devient aussi incarne la présence du mort, du disparu, surtout quand on n'a pas retrouvé le corps du disparu, ce qui est quand même assez souvent le cas. Donc il est fréquent, à partir de ce moment-là, que sur les tombes, on utilise des photographies émaillées qui représentent le portrait du disparu. Durant les longs temps d'attente, donc, ces soldats, comme je le disais, vont pratiquer la photographie. Mais ce qui est important, c'est ce réseau d'échanges, me semble-t-il, qui se crée parmi les soldats et qui essaie bien souvent de traduire visuellement une réalité qui peut sembler indescriptible. La photographie a tendance à se substituer finalement à d'autres formes de représentation ou de description de l'expérience combattante. Elle est aussi la preuve, me semble-t-il, qu'on reste vivant dans un univers de mort. C'est-à-dire que cette pratique photographique, elle donne le sentiment de rester humain dans un univers qui est totalement déshumanisé. Elle offre cette possibilité aussi d'une écriture de soi, d'une écriture où l'image remplace les mots, d'où cette prolifération de petits albums dont je parlais, qui sont souvent presque des autobiographies ou des autoportraits. Une image qui tente non pas de combler, mais d'alléger le vide laissé, évidemment, par l'absence, du point de vue là, des civils. Donc ces soldats, ils font des photographies de ce qu'ils vivent, et ils ont conscience aussi, comme je le disais tout à l'heure, que la période est exceptionnelle et que par conséquent, ils vont garder aussi des traces de cette expérience pour
la postérité. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que sur les boîtes de négatifs qu'ils utilisent, voilà ce qu'on trouve généralement comme indication. Professionnels et amateurs, contribuer à la documentation historique de la guerre est un devoir national. Envoyer à la section photographique de l'armée 3 rue de Valois à Paris une épreuve de tous vos clichés, tous vos droits seront réservés. Donc même les pouvoirs publics incitent finalement les soldats photographes à envoyer certaines de leurs photographies dans les archives publiques pour qu'on garde des traces justement de cette expérience dont on a bien conscience qu'elle est exceptionnelle. Alors sans rentrer dans le détail technique, quand même quelques reproductions d'appareils pour que vous puissiez bien visualiser le matériel qui est utilisé. Le plus utilisé, c'est celui-là. C'est un petit appareil, le Vest Pocket, comme son nom l'indique. Il peut être mis dans une poche de veste ou de pantalon. C'est Kodak qui le fabrique. C'est un appareil qui est assez peu coûteux. En 1917, il coûte 55 francs, ce qui représente le salaire de 2 semaines de travail pour un ouvrier parisien, donc c'est financièrement assez accessible. Et surtout, quand il est plié, vous voyez, c'est un appareil vraiment très compact, hein, qui est guère plus épais qu'un smartphone, qu'un iPhone actuel. Il y a des appareils un petit peu plus sophistiqués, comme celui-ci, et c'est un des appareils qu'utilise un des fils Rizal, le 6,5-11, c'est un appareil semi-professionnel, toujours fabriqué par Kodak, qui fait ce type de négatif. Voilà, c'est un autoportrait justement de Louis, un des fils de la famille. Donc c'est un format de négatif, c'est du négatif souple donc, qui est résistant et qui est d'une grande qualité. C'est vraiment, ça donne des photos d'une très très bonne qualité esthétique. Il utilise aussi, le fils Rizal, Louis, celui qu'on vient de voir, d'autres appareils qui sont plus sophistiqués et plus lourds, en l'occurrence des appareils stéréoscopiques. Il utilise celui-là, le glyphoscope, et le Verascope Richard, qui sont d'ailleurs, les deux sont fabriqués par ce fabricant français Richard. Alors ça, ce sont des appareils évidemment que les fantassins ne peuvent pas utiliser parce qu'ils sont trop. D'abord, ils sont plus coûteux, c'est pas n'importe qui peut s'acheter cet appareil. Il est lourd et encombrant, et il utilise des plaques de verre. Donc c'est un appareil qui ne peut être utilisé que dans certaines circonstances, et en l'occurrence, le fils Rizal pourra l'utiliser parce qu'il est aviateur. Il est dans l'observation aérienne, il bénéficie évidemment d'une plus grande liberté, et donc il pourra photographier de très nombreux sujets avec cet appareil. Donc là, c'est un autoportrait. Il fait beaucoup de photos de lui également, y compris avec cet appareil stéréoscopique qui utilise, vous voyez, là on voit l'intégralité de la plaque de verre. Il y a un petit appareil ensuite qui reste plutôt à l'arrière, c'est l'appareil qui permet de visionner les plaques stéréoscopiques et de voir donc l'effet stéréoscopique. C'est ce petit appareil en bois que vous voyez ici. Ces appareils qui sont peu encombrants et faciles à utiliser sont tous équipés d'un petit stylet qui permet d'inscrire une légende. C'est pour ça que vous voyez sur la plaque, vous avez des indications qui permettaient en fait de documenter de manière assez précise le lieu, la date, enfin si le soldat photographe était évidemment méticuleux. Donc c'est quand même assez précieux parce que du coup c'est une documentation qui est assez bien identifiée. Alors justement, les Rizal. Cette famille, comme je le disais, qui vit en fait, elle est un peu éclatée, les parents sont à Bordeaux, une des sœurs est à Paris, les 4 garçons vont se retrouver à des endroits différents du front, eh bien, ils vont entretenir une correspondance pour continuer à rester en lien les uns avec les autres. Ce fameux échange épistolaire dont je parlais, mais ils vont également constituer un autre corpus qui est le corpus photographique. Évidemment, comme je le disais en commençant, leur origine sociale, leur éducation, leur culture expliquent évidemment cette excellente capacité qu'ils ont à se raconter, à raconter ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, avec des niveaux de récits souvent très différents selon les destinataires. Et même chose évidemment pour la photographie. On va voir que la photographie est souvent assez artistique. Ils ne se contentent pas de faire des photos comme ça à la va-vite. Elles sont souvent particulièrement soignées, ces photos. Et comme je le disais, elles constituent un vrai moyen de communication entre les membres de la famille, un objet d'échange aussi entre camarades de combat. On verra notamment avec Louis et Salem, ils sont tous les deux très, ils ont le souci permanent de tirer des papiers, comme ils disent, pour les distribuer à leurs camarades, pour qu'eux-mêmes les distribuent à leur famille. L'image, la photographie dans cette correspondance, elle est très présente, elle suscite des discussions, donc ça repasse toujours par l'écrit. Du coup, cette articulation est très intéressante parce qu'on peut constamment
interroger le rapport entre l'écrit et l'image, puisque les lettres font très souvent référence à la photographie. Elles font référence aux circonstances de prise de vue, elles font référence au développement. Il y a même des aspects très techniques, où on donne des indications très techniques sur la façon dont on développe telle ou telle pellicule ou telle plaque de verre. Elles permettent aussi, ces photographies, des échanges au sein de la famille, puisque tout le monde en fait. Les filles font de la photographie et surtout les filles développent les photos des garçons. Bien souvent, les garçons font des photos qu'ils envoient, ils envoient les rouleaux de pellicules, comme ils disent, à leur sœur, à Sherifa notamment, qui est à Bordeaux, et elle développe les pellicules qu'elle renvoie ensuite, elle renvoie les papiers à ses frères, ou alors elle les garde précieusement, et lorsqu'ils reviennent en permission, c'est à ce moment-là qu'elle leur les donne. Alors, la première référence à la photographie dans cette correspondance, elle apparaît dans une lettre du père, Eugène Rezal, que vous voyez ici, qu'on revoit ici sur une photo. Alors là, ces deux photos ont été prises l'une a été prise par Louis et l'autre a été prise par Paul Rezal, donc ce sont des photos prises par ses fils. Et cette première mention, elle concerne la mort du fils Younes, qui va être tué très tôt. Donc le jeune polytechnicien qu'on voyait sur la photo du début va être tué le 10 septembre 1914. Donc il meurt très tôt. Sa batterie, il était artilleur, va être attaquée de nuit par les Allemands et pratiquement tous les artilleurs et les officiers qui se trouvaient sur les pièces ont été tués. Et ce personnage, cette personne, Younes, va devenir comme une sorte de fantôme dans la correspondance. Il est constamment question de lui et les photographies de Younes vont circuler en permanence tout au long de la guerre dans les échanges entre les membres de la famille. Et donc la première référence à ces photographies qui vont circuler, c'est dans une lettre du père, donc Eugène à Salem, une lettre du 11 octobre 1914. Alors il y a un décalage entre le moment de la mort et cette lettre, tout simplement parce que la famille a été informée très tard de la mort du fils. Il était considéré comme disparu, il ne donnait plus de nouvelles, on ne savait pas s'il était mort ou s'il était vivant, donc on apprend pratiquement un mois après qu'il est mort. Et à ce moment-là, le père, comme il l'indique dans une lettre, va faire des photographies qui existaient déjà, que vous voyez ici, qui sont là cette fois des photos professionnelles, qui avaient été prises à Bordeaux, des photos de l'avant-guerre, et donc il va en faire des reproductions. Là on le voit dans son uniforme de polytechnicien. Il va faire des photos du jeune fils disparu qu'il va envoyer à tous les autres membres de la famille. La mère, elle, Julie, va aussi participer très vite à cette circulation des photographies. Donc là, vous la voyez. Là, c'est encore une lettre d'Eugène, mais où il est question de Julie, puisque voilà ce que dit Eugène à son fils Salem, donc dans une lettre du 14 janvier 1915. Nous avions trouvé dans les affaires de Younes des pellicules photographiques et les avons développées et tirées. Il n'y a qu'un cliché sur lequel on voit bien ton frère. Il est avec des hommes dans un wagon tombereau, dans un grand chemin de fer. En regardant à la loupe, ta mère a découvert que cette gare est celle de Chagny, où il est passé vers le 25 août. Le pauvre enfant a eu une dernière vision d'un pays connu et aimé, 15 jours avant sa mort. Donc là, voilà la photographie. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, ils ont plusieurs semaines après la mort, même plusieurs mois après la mort de ce jeune fils, ils ont reçu sa cantine et ses affaires personnelles. Et en fouillant dans ses affaires personnelles, ils ont trouvé des rouleaux de pellicules qui n'étaient pas développés. Ils les ont développés. Et la mère a regardé à la loupe en détail une de ces photos, celle que vous voyez ici, qui n'est pas de très bonne qualité. Évidemment, elle a immédiatement reconnu son fils qui est au milieu, c'est le sous-lieutenant qui est au milieu de ces hommes, là, dans ce wagon. Mais surtout, elle a repéré la gare derrière et elle a vu ce nom de Chagny, qui se trouve donc en Bourgogne, et pas très loin d'une des maisons familiales, justement. Donc, d'où la lettre du père qui explique que, voilà, dans la petite enquête qu'ils ont menée en examinant en détail cette photographie, ils ont compris que quelques semaines avant sa mort, il était passé dans un lieu qui lui était familier. Autre référence à cette histoire de la mort de Younes et qui dont la mémoire va se prolonger tout au long de la guerre à travers la photographie. Là, c'est le père Eugène qui écrit à son fils aîné Salem en lui expliquant qu'un de ses camarades, lorsqu'il était à l'école polytechnique, dont le fils était dans la même batterie que son fils, mais qui lui a échappé à la mort et a réussi
à rejoindre les lignes françaises, qui n'a pas été capturé par les Allemands, a envoyé une photo qu'il a prise de la tombe du fils. Donc là, voilà la photo. C'est une photo là aussi qui n'est pas de très bonne qualité, mais vous pouvez imaginer évidemment l'émotion qu'un tel document a pu représenter pour la famille, et notamment la dernière phrase du père: elle a été prise par un temps gris de novembre et exprime une désolation qui correspond bien à notre état d'âme. Donc cette photographie va être reproduite en plusieurs exemplaires et pratiquement tous les membres de la famille pourront la récupérer. On fait circuler aussi des photographies au moment des périodes anniversaires de la naissance de Younes. Et là, je vous montre justement un extrait du 5 mai 1915. Du film qui évoque Mon cher grand, cet anniversaire. Nous voilà à une date qui nous réjouissait les autres années. Tu devines ce qu'aujourd'hui, l'anniversaire de la naissance de ton pauvre frère, me donne comme pensée. Aussi, je viens causer avec toi et encore te remercier de ta longue lettre reçue hier et que je viens de relire avec beaucoup de plaisir. D'après ce que tu me dis, je vois que l'appareil photo sera bien reçu, non seulement par toi, mais aussi par tes hommes. Comme maintenant je sais que c'est bien un Kodak, je n'ai plus de remords d'avoir pris ce modèle qui, j'espère, ne t'embarrassera pas trop, mais je ne t'ai peut-être pas envoyé assez de rouleaux de pellicule. Voilà Paul qui se met aussi à la photo, ainsi que Louis, qui a fait des économies sur l'argent que ton papa lui donne chaque mois depuis qu'il est au régiment, afin d'avoir aussi un appareil dont il avait la plus grande envie. Moi, je trouve cela très bien, car c'est très intéressant maintenant, mais ce le sera autant plus tard par le souvenir que les photos vous donneront. Et je vous comprends d'autant mieux que cela m'a toujours fait envie, même dans un temps où les appareils photographiques étaient bien moins pratiques qu'actuellement. Donc là, c'est un extrait du film où il y a une part de mise en récit, de mise en scène, comme je le disais en commençant, de la correspondance, et d'un moment de cette correspondance où la mère, Julie, évoque dans une lettre, à l'occasion de la date anniversaire de la naissance de son fils qui est mort, cette possibilité que la photographie a de constituer comme ça des souvenirs qui resteront de l'expérience de cette guerre. Et cette femme, qui est plutôt une femme évidemment du XIXe siècle, qui a une éducation très classique, dit à ce moment-là une chose assez touchante. Elle dit qu'elle-même, finalement, aurait aimé faire de la photographie, que c'est quelque chose qui l'a toujours attirée. Elle n'en fera pas vraiment, même si elle se servira à plusieurs reprises des appareils de certains de ses fils. Mais par contre, elle va jouer un rôle central, et là c'est dit dans la lettre qu'on vient d'entendre, puisque c'est elle qui va acheter un certain nombre d'appareils qu'elle va envoyer à plusieurs de ses fils. En 1917, c'est le dernier exemple de la mémoire, encore une fois, de Younes qui passe par la photographie et dont on retrouve la trace dans les correspondances. C'est une lettre, cette fois, du plus jeune fils, Louis, qui écrit à sa sœur, à la sœur aînée Myriam, qui vit à Paris. Il lui dit, on comprend dans cette lettre qu'il a reçu justement un nouveau portrait qui lui a été envoyé de son frère Younes, et il dit la chose suivante: j'ai vu le portrait de Younes, je le trouve très bien et très ressemblant, sauf le nez embelli et un trait de la bouche qui n'est pas exact. Mais ceci est un détail. Lorsque je l'ai vu, j'ai retrouvé dans mes yeux la physionomie de Younes que j'avais perdue depuis la guerre. Pour moi, ce portrait est d'une grande valeur comme souvenir. Donc toujours cette idée encore évidemment très, très forte que l'image photographique véhicule une trace de vie, de ce cher grand disparu, comme on dit bien souvent dans la correspondance, dont on n'a pas encore retrouvé le corps, dont le corps a été enseveli sur le champ de bataille, à l'endroit même où il a été tué. La mère, à un moment donné, envisage d'aller le chercher, ce corps. Il y a tout un passage dans la correspondance qui est très, très émouvant, où elle veut faire ce voyage pour aller participer au moment où le front a avancé, où l'endroit où il est enterré se trouve de nouveau dans les lignes françaises. Elle voudrait aller l'exhumer, ce corps, et le ramener. Et puis finalement, son père, qui était médecin, va la dissuader en lui écrivant une lettre qui est absolument terrible, une lettre de 2 pages où il décrit finalement ce qu'est un corps qui ressort comme ça de terre après plusieurs mois d'ensevelissement, et il lui décrit vraiment la décomposition de ce corps pour la dissuader
d'aller le chercher. La sœur aînée, justement, Myriam, à qui la lettre que je viens de lire était destinée, elle-même s'intéresse beaucoup à la photographie. Elle s'y intéresse aussi dans la presse illustrée. Là, je vous ai mis une lettre d'octobre 1914 où elle évoque le journal L'Excelsior, qui a paru il y a déjà pas mal de temps, dit-elle, et qui publiait une quantité de vues de la Ferté après qu'on s'y était battu. Et elle demande à ses parents de retrouver un exemplaire de cette revue et de lui l'envoyer pour qu'elle le montre à ses grands-parents. Puisqu'en fait, ce reportage en quelque sorte photographique sur la Ferté concerne le village où se trouve la maison familiale, d'où elle est partie, elle, au moment de l'avance des grandes offensives allemandes de 1914. On la voit ici, prise en photo en 1917 par son jeune frère Louis. Et à plusieurs reprises, elle aussi, dans les correspondances, manifeste le plaisir qu'elle a à découvrir des photos qui sont envoyées par ses frères. Et là, par exemple, elle dit à son frère aîné « Ça me fait plaisir, tu sais, d'avoir cette petite photo de toi. Je te regarde souvent. » Le frère aîné, c'est lui, Salem, il est artilleur et il va circuler pratiquement sur toute la ligne de front pendant toute la durée de la guerre. Donc c'est très intéressant puisque ses photographies et ses lettres documentent pratiquement toutes les grandes batailles. Il était à Verdun, il était dans la Somme, il est passé pratiquement dans tous les endroits les plus importants. Et donc sa correspondance et ses photographies sont particulièrement intéressantes pour documenter cette histoire, même si évidemment il s'agit du point de vue d'un artilleur. Ce ne sont pas des fantassins, donc ces images sont prises plutôt à l'arrière, autour des batteries, et on voit assez rarement, par exemple, dans les photos de Salem, des tranchées. On est vraiment du côté des artilleurs, c'est-à-dire un peu éloigné des tranchées de première ligne. Autre lettre concernant cette fois-ci les deux jeunes frères, sur lesquels je vais terminer, qui sont sans doute les plus intéressants dans cette pratique photographique, Paul et Louis. C'est une lettre d'Eugène, donc du père, qui s'adresse à son fils aîné et qui parle justement des premiers essais photographiques de ses deux plus jeunes fils. Et il dit un petit peu ironiquement que la première tentative de Paul n'a pas été entièrement couronnée de succès puisqu'il a voilé 6 plaques. Mais c'est un début, dit-il, et surtout il termine là aussi de manière un petit peu amusante en espérant que ces deux jeunes fils qui se passionnent pour la photographie deviendront des artistes. Eh bien, il ne se trompait pas tellement, parce qu'on va voir que pour Louis, la qualité des photos de Louis sont parfois vraiment très proches de photos qui auraient pu être prises par un photographe professionnel ayant vraiment un regard artistique. Mais commençons d'abord par Paul. C'est justement là une lettre du 23 mai 1915 où il envoie les premières photographies qu'il a prises ou qui ont été prises de lui par sa mère. Donc on la voit, la première photographie ici, qui a été prise de lui lors d'une permission par sa mère, et qu'il décrit en disant que la pose n'a pas duré assez longtemps, donc du coup la photo est un petit peu surexposée. Et il dit cette phrase très intéressante, c'est épatant, cette photo qui permet de vivre ensemble un peu autrement que par la parole. Donc là, on est vraiment très nettement dans cette appréciation de la photographie comme non plus un élément, encore une fois, qui permet de garder des souvenirs, mais vraiment qui permet de dialoguer, qui permet de rester ensemble, qui crée de la sociabilité ou qui renforce des liens, en tous les cas, dans la famille. Alors les photos de Paul sont très nombreuses aussi, il est artilleur, il fait beaucoup d'autoportraits, mais également des photographies de ses camarades. Et puis, à partir du début de l'année 1916, il va rentrer dans l'aviation. Et là, il y a toute une série de photos passionnantes qui documentent le début de cette arme, puisque lui rentre dans la chasse, son autre jeune frère, Louis, va rentrer dans l'observation aérienne. Et donc, il y a de très, très nombreuses photographies qui documentent cette arme d'une manière très intéressante. Et voilà ce qu'il dit à une de ses sœurs, la plus jeune, Sherifa, celle qui développe généralement les photos de ses frères, dans cette lettre du 28 novembre 1916. « C'est toi, je crois, qui m'as demandé ma gueule sans moustache, et c'est elle que je t'envoie, avec quelques autres vues. Le coucou où je suis enfoncé jusqu'au cou est un bébé gneux porc, comme tu aurais pu le deviner, à sa forme
conique. Donc voilà la photo qui correspond à cette description. Et donc il y a toute une série comme ça, voilà, d'autoportraits qui montrent Paul en aviateur. Il y a d'autres photos évidemment qui documentent, qui sont plus proches des réalités, des terribles réalités de la guerre, notamment des photos qui documentent le moment où il va être très grièvement blessé, il va perdre un œil dans un combat aérien au cours de l'année 1917. Et donc là aussi, toujours cette idée de garder des traces de l'expérience vécue. Il y a un certain nombre de photos qui documentent le moment où il est à l'hôpital. Les moments de convalescence aussi, cette photo je l'aime bien, elle est amusante puisqu'il imite Chaplin, donc assez souvent dans les correspondances il est question de cinéma aussi, ils sont passionnés par la musique, par la littérature, par le cinéma. Et évidemment c'est la grande époque, on fête, comme vous le savez sans doute cette année, le centenaire de Chaplin, donc il y a dans la correspondance des allusions à Charlot, et là il imite en quelque sorte l'attitude de Chaplin. Chérifa, celle qui développe les photos de ses frères, a vraiment quelque chose il y a quelque chose de tout à fait passionnant dans sa correspondance quand il est question de photographie, parce qu'elle met vraiment énormément de cœur, pourrait-on dire, pour faire ce travail pour ses frères. Elle développe souvent les papiers, comme elle dit, la nuit. Donc là, par exemple, elle s'adresse à son frère aîné. Je t'ai fait ces jours derniers des papiers de photos prises par Louis et des suppléments de tes pellicules pour tes hommes, afin qu'ils en aient à peu près tous pour envoyer chez eux. À ce propos, maintenant que je sais tirer des papiers, lorsque tu en désireras de certaines photos, ne te gêne pas pour me le demander. En réalité, c'est ça le rôle de Chérifa, elle fait beaucoup moins de photographies que ses frères, mais par contre, elle développe pratiquement systématiquement les photos qui ont été réalisées par eux, et elle va aiguiser son regard. C'est très intéressant dans ses lettres, elle pose de plus en plus de questions, d'abord vraiment sur le contenu des photos, et ensuite des questions très techniques sur le cadrage, sur la sensibilité, sur le diaphragme, sur tout un tas d'aspects qui sont vraiment propres à la technique photographique. Évidemment, les photos documentent sa propre vie à elle aussi, puisqu'elle va s'engager comme volontaire, comme lingère dans un hôpital à Bordeaux, et elle va passer un diplôme d'infirmière pour ensuite travailler dans cet hôpital. Donc il y a évidemment de très nombreux documents, y compris photographiques, qui racontent sa propre histoire. Et le dernier, enfin, Louis, c'est effectivement celui pour lequel la pratique photographique est sans doute la plus proche de l'esthétique artistique dont je parlais. Donc il fait beaucoup. Il est dans l'observation aérienne, il dispose de pas mal de temps pour faire de la photo, et on le voit d'ailleurs ici avec son appareil, le 6,5-11, le Kodak dont je vous ai montré une reproduction tout à l'heure. Et la photographie devient vraiment son obsession. Il va acheter plusieurs appareils tout au long de la guerre, il se perfectionne, il fait développer les photos par ses sœurs, mais il développe aussi dans son escadrille, il a monté un petit laboratoire. Et donc, il est sans arrêt en train de demander du matériel, de la pellicule, des produits chimiques pour faire des développements. Donc là, dans cette lettre de septembre 1915, il demande à sa sœur aînée de lui envoyer le plus vite possible, le plus grand nombre de pellicules possible. Donc il se plaint que son autre sœur n'a pas réussi à lui en envoyer, donc il lui redonne un certain nombre d'indications pour qu'elle puisse l'approvisionner. Même chose sur cette lettre de septembre 1915, où là, carrément, il demande un certain nombre de produits chimiques pour le développement de ces photos. Alors, ces photos, elles sont vraiment tout à fait passionnantes parce qu'il fait notamment beaucoup de photos en vol, dans son avion. Alors, soit il se prend lui-même en photo dans l'avion, c'est un peu comme aujourd'hui les photos qu'on peut faire avec un smartphone quand on le tient devant soi. Donc elles ne sont pas toujours très nettes, du coup, elles sont un peu floues. Et puis, il fait également des photos, et c'est ça qui est beaucoup plus rare, des photos de son avion qui montrent les nuages. Donc là, il décrit par exemple à sa mère, Julie, ces photographies prises à 1800 mètres d'altitude. On en voit une ici. Donc c'est des photos qui sont très très belles, qui font beaucoup penser à ce que feront certains artistes, certains photographes dans les années 20, donc, notamment Alfred Stieglitz qui fera beaucoup comme ça de vues de nuages
pendant les années 20. Donc il y a toute une série de photos prises par Louis qui sont vraiment d'une très très grande qualité artistique. Je propose peut-être, on va sauter ça, juste regarder, on va s'arrêter là, une série de portraits en fait. C'est aussi une caractéristique chez lui qui est assez exceptionnelle, me semble-t-il, par rapport à d'autres photographes de l'époque. Il fait de très très nombreuses photographies, des portraits rapprochés en fait, vraiment plein cadre de ses camarades, qui sont d'une très très grande modernité par l'expression, par les regards, qui ne sont pas du tout figés ou posés comme on le voit un peu généralement dans des photos de l'époque, et qui témoignent encore une fois, me semble-t-il, de la très grande sensibilité qu'il avait par rapport à cela. Donc je terminerai juste en disant que voilà, ce corpus, encore une fois, de lettres, de photographies, documente d'une manière absolument exceptionnelle non seulement la vie de cette famille, bien sûr, hein, mais évidemment, à travers eux, c'est toute une époque, et il me semble que l'articulation qu'on peut faire, et notamment dans un film, entre les lettres et les photographies, permet de mieux comprendre évidemment le rôle respectif de ces gens et ce qui leur a permis, bien sûr, de tenir pendant ces 4 longues années de guerre. Merci. C'était tout à fait passionnant et très beau, et on voudrait en savoir beaucoup plus. Mais vous avez entendu que le 24 mars, ce documentaire passera sur France 3. France 3, et je vous recommande de le voir. Il y aura beaucoup d'autres photos, et certaines de celles que vous avez déjà vues là. C'est passionnant comme enquête sur une famille et sur un fond comme celui-là. Ça tombe bien par rapport à un certain nombre de cours que j'avais fait dans les séances précédentes sur la correspondance, sur l'attente, sur l'inoccupation et la manière dont on l'a apaisée. Et moi, j'avais envie de poser une question. J'avais rencontré dans les lettres de Barbus un nom qu'il donnait à son appareil Kodak, puisqu'il avait le même Kodak. Et dans les lettres de Barbus, il y a beaucoup d'échanges avec sa femme, puisque c'est la même chose. Il envoie à sa femme les pellicules, et il y a beaucoup d'allées et venues. Et il appelle son appareil d'un mot que j'avais essayé de commenter, un pige-tout. Vous avez rencontré ce mot ? Non, pas dans la correspondance. Pige, trait d'union, tout. C'est le nom qu'il donne à l'appareil. Et j'ai cru comprendre qu'on utilisait le verbe piger au sens de photographier, saisir, non seulement chez lui, mais chez d'autres durant cette période. Voilà, donc, énigme sur la diffusion de ce mot pige-tout. En tout cas, c'est très intéressant de voir ce qu'une famille, la manière dont la photographie a circulé dans une famille pendant toutes ces années, comme la lettre, comme un moyen de correspondance. Mais vous avez raison, c'est une famille assez extraordinaire. Oui, un peu exceptionnelle, bien sûr. Oui. Alors, aucun n'est dans l'infanterie ? Non. Artilleur, aviateur. Un mort sur 4. C'est un résultat qui n'est pas trop mauvais pour une famille. Oui, elle est relativement épargnée. 4 fils autour de 20 ans. Le Paul, qu'on a vu sur une photo blessé, a perdu un œil. Il a été grièvement blessé. Il a été écarté pendant à peu près 6 mois, mais alors qu'il est borgne, il revient en fait. Il retourne au front. Il demande à être de nouveau incorporé dans une escadrille. Et j'en ai discuté avec plusieurs historiens qui travaillent un peu sur l'histoire de l'aviation, et ils me disaient qu'en temps normal, évidemment, il n'aurait eu aucune chance d'être réincorporé, parce que piloter avec un œil, c'est... Mais dans le contexte de l'époque où la durée de vie dans une escadrille est très courte, il y a des taux de perte absolument incroyables, parfois dans certaines escadrilles très largement supérieurs à l'infanterie. Donc il a été assez facilement réincorporé.
Alors il pilote après un avion où il est assisté en fait d'un copilote en fait, donc ce qui explique sans doute qu'il a pu plus facilement de nouveau piloter. Mais ce qui est assez étonnant effectivement dans cette famille, certes, et oui, ils sont relativement épargnés. Bon, Louis va être lui aussi grièvement blessé à la fin de la guerre, mais il va s'en tirer. C'est effectivement ce patriotisme dont je parlais, cette espèce de sentiment très fort chez eux du devoir à accomplir, mais sans aucune... ce ne sont pas des va-t-en-guerre, il y a une conviction très forte qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez les parents, hein, chez la mère notamment, qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que de chasser l'Allemand hors de France, et que tant que l'Allemand sera là, tant qu'il occupera une partie du territoire national, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix possible que celui de la guerre, même si par ailleurs dans les lettres on insiste sur la monstruosité de cette guerre, sur le fait qu'il s'agit qu'elle génère des souffrances, des atrocités, etc. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller jusqu'au bout et de la gagner, évidemment. Oui, c'est un argument qu'on trouve beaucoup. Tant que le pays est occupé, il n'y a pas besoin d'autre justification. Bien, malheureusement, on doit arrêter là pour libérer cette salle en vous remerciant de nouveau. Merci à vous. Très intéressant.